Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org. Ce soir, on est avec Antoine Gigal. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux sur le chat connectés, parce qu'ils sont nombreux, hein, Colia, Valigomou, Oni, Verbalkint, Basilicman, Jandus, Snow, Liberty, Eurasien, Cybernétique, Vesti, Mister Joe, Jérémia, Libertad, Zakef, salut à vous. Donc bienvenue dans cette émission spéciale Égypte et pyramides. On va aller voyager un peu, je pense, du côté de l'Afrique du Nord et de l'embouchure du Nil avec vous, Antoine. Enfin, je dis avec vous, avec toi, on va se tutoyer. Ouais, Hein. tu Bon. peux, tu peux. Donc, tu es une spécialiste, on va dire, de l'Égypte. Ça fait 25 ans que tu es en Égypte, que tu as écrit beaucoup d'articles, tu as fait des ouvrages sur l'Égypte, où on va dire que tu as une vision un peu non hérétique, on dirait, comme on dit. Non, hérétique serait trop fort parce que en fait les archéologues et égyptologues académiciens m'acceptent. Ah, d'accord. Mais j'ai passé beaucoup de temps à débunker des choses classiques sur l'égyptologie, notamment parce que les premiers égyptologues, hein, qui sont Mariette, qui sont Champollion, qui sont Maspero, ne disaient pas du tout ce qu'on dit aujourd'hui, les académiciens. Les académiciens aussi. Donc moi en fait je suis une puriste, je reviens en arrière et je remets en valeur tout ça. Mais j'ai aussi une vision qui est très différente, bien sûr, des académiciens, dans le sens où moi j'ai la chance d'être sur le terrain depuis plus de 20 ans, que je connais l'Égypte entière, sur tous les sites non ouverts au public, puisque j'ai eu accès à tout ça, que je parle l'arabe. Oui, tu parles arabe couramment. Couramment. Et tu m'as aussi, il faut le dire, chinois et japonais aussi. Oui, enfin ça m'aide pas en Égypte. Hein. Ouais, non, mais c'est quand même pas commun, quoi. Ça mérite d'être souligné. Oui, quand mais même. ça c'est parce que j'ai fait des études de langues orientales. Et j'ai fait aussi archéologie à Tolbiac. Bon, enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Mais ce qui m'intéressait depuis toujours, c'est l'humanisme, l'humanité. Et donc les origines, enfin toutes les bonnes questions qu'on se pose. Ouais. Et justement, alors, j'imagine 25 ans, tu as été à la découverte de lieux, tu as traduit donc des textes aussi, il y a beaucoup de textes. Oui. D'ailleurs, ça doit être un avantage, puisque toi, tu ne t'inspires pas seulement que de sources européennes, mais aussi de sources arabes, de sources venant d'autres pays, c'est ça? Si tu veux, si on veut comprendre l'Égypte, on est obligé de parler beaucoup de langues, parce que on a des textes extraordinaires faits par des chercheurs français, je parle des académiciens. Heureusement qu'ils existent. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir aussi lire les hiéroglyphes dans le texte. Pourquoi ? Parce que souvent, ça a été très très mal traduit, bon, comme dans plein de langues. Hein, je veux dire, parce que ça dépend de la culture générale du traducteur. Et la culture égyptienne, pour la comprendre, comme elle a duré des milliers d'années, il faut vraiment être au courant d'énormément de choses, ce qui est très difficile pour une seule personne. Donc moi, je me suis intéressée principalement sur l'Égypte du début. Et aussi sur les dynasties qui ont voulu reprendre la connaissance d'origine. C'est-à-dire comme la 18e dynastie qui est celle de Ramsès II. Alors Ramsès II, c'est extraordinaire, pourquoi ? Parce qu'il avait son quatrième fils, qui s'appelait Ramwasé, qui était un très grand prêtre égyptien, a voulu reprendre tous les textes sacrés depuis le début. C'est-à-dire il a été recherché dans toute l'Égypte. C'est la 18e dynastie, c'est assez récent. Donc il est parti partout en Égypte, dans tous les temples, pour rechercher tous les textes d'origine, les textes premiers de l'Égypte ancienne. Et d'ailleurs on a dit qu'il était le premier archéologue égyptien, Ramwasé, sauf que Ramwasé, il avait une connaissance spirituelle extraordinaire, parce que c'était un très grand prêtre, et il vivait dans un petit palais très simple d'ailleurs, qui était à côté de la pyramide de Djoser à Saqqara, sur une colline,
Moi, je suis allée voir ces ruines de sa propre maison. Pourquoi? D'abord, c'est un lieu qui n'est pas accessible au public. Donc, il a fallu que je fasse plein de choses pour pouvoir arriver à ce lieu. D'ailleurs, c'est une question qu'on me pose beaucoup, c'est comment vous faites pour avoir tous les permis et tout ça. C'est sûr qu'on allait nous la poser d'ici pas longtemps. Je n'ai jamais serré la main de Monsieur Hawass. Jamais. Monsieur Zahi Hawass, donc le grand recteur de l'époque. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus lui. Mais je dis, je suis la seule peut-être dans ce domaine de recherche à ne pas avoir serré la main à Monsieur Hawass. J'en suis très fière. Et moi, j'ai obtenu tous mes permis parce que, premièrement, je parle arabe parfaitement, l'arabe égyptien, je parle. Ensuite, en allant partout pendant 20 ans, je me suis fait des amis partout. Je suis quelqu'un de très patient. Je fais le siège des autorités quand il le faut. Ça peut prendre des jours, je m'en fous. Et à force d'expliquer ce que je fais, pourquoi je le fais, etc., j'ai eu des autorités, toutes les autorisations que je voulais, toujours. Et maintenant, c'est des gens que je connais depuis 20 ans, donc je connais les femmes, les enfants, les grands-parents, etc. Si tu veux, je l'ai fait à l'africaine. Et voilà comment parce qu'il n'y a pas que le ministère des Antiquités en Égypte qui décide des choses. Donc il faut aller plus haut. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée partout comme ça. Et grâce à ça, j'ai pu obtenir les permis. Ensuite, il y a même le Parlement égyptien qui m'a demandé de faire des rapports sur le avant-après des restaurations. Parce qu'à une certaine époque, il y avait des restaurations qui étaient faites par des étrangers, qui avaient obtenu des permis légaux pour le faire, mais les restaurations, c'était n'importe quoi. Alors il y a eu beaucoup d'enquêtes, et on s'est rendu compte, alors moi je faisais les photos après, les photos avant, les photos après, et c'est aussi pour ça que mon prénom est devenu Antoine, parce que quand j'écrivais mes rapports, il ne fallait pas qu'on sache que j'étais une femme, parce que il fallait que je puisse aller partout sans qu'on sache ce que je faisais. Donc si je m'étais appelée Marie ou Brigitte ou je sais pas quoi, on allait savoir que la seule femme qui se balade partout en Égypte, c'est moi, la grande blonde. Donc on allait me reconnaître tout de suite. Donc j'étais obligée de signer les trucs Antoine. C'était comme ça au début, et puis quand j'ai fait tous mes rapports, etc., avec le Parlement. Ensuite, étant devenue connue, etc., et puis alors après il y a eu les réseaux sociaux, Internet, etc., et donc à ce moment-là, j'ai commencé à être interviewée un peu partout, surtout dans les pays de langue anglaise, où là-bas je suis très connue, et donc je ne pouvais plus me cacher, quoi. Mais je ne pouvais plus changer mon prénom parce que voilà, j'étais connue en tant qu'Antoine. Ça va rester, au moins c'est... Non, mais tu sais, il y a un truc qui m'étonne beaucoup en France. Je trouve que en France, on a perdu la largeur d'esprit. Parce que tu vois, tu as des femmes extraordinaires en France comme George Sand, etc., qui avaient pris des prénoms masculins pour une certaine révolte, pour dire certaines choses. Et qui est une écrivaine extraordinaire, il n'y a pas qu'elle. Bon. Ça a fait des scandales à l'époque, mais au jour d'aujourd'hui, on comprend que George Sand s'appelle comme ça. Bon. Mais moi, quand ils ont appris, les lecteurs, qu'en fait j'étais une femme, parce que je recevais des courriers privés d'hommes qui pensaient que j'étais un homme. Donc ils me racontaient leurs histoires d'hommes, c'est un truc de fou. Et le jour où ils ont appris que j'étais une femme, ils sont tombés de leur chaise. J'ai des lettres incroyables. On est tombé de notre chaise, vous écrivez comme un homme. Je dis non, je suis une femme. Tu vois, c'était... bon, et c'est toujours un truc qui choque les gens ici en France, c'est le prénom Antoine de mon pseudo. Alors qu'à l'étranger, j'ai jamais un problème. On me pose jamais cette question. Oui, parce que... non, ils connaissent très bien Antoine. Tu sais, Antoine, en tout cas chez les chrétiens, on sait très bien ce que c'est Antoine. Hein. Voilà. Et donc, toi, on va dire, alors donc tu vis en Égypte, hein, enfin en tout la cas plupart du temps en Égypte. Donc tu peux nous parler un peu donc de c'est quoi les grandes découvertes, parce que l'Égypte, je sais même pas par où commencer tellement c'est vaste. C'est la difficulté de cette émission, c'est comment veux-tu en 3 heures parler du titre de l'émission que tu as donné. C'est impossible. Surtout si on veut être sérieux, c'est qu'il faudrait que j'ai mes notes, j'en ai quelques-unes là pour pas perdre le fil.
parce que c'est énorme. C'est énorme. Si tu veux, commençons par quoi? Maspero, par exemple. Maspero, ce grand égyptologue français, en 1912, il écrivait déjà. Lui, il a beaucoup recherché sur les premières dynasties. Et attention, il est allé en Égypte, il a fait beaucoup de choses en Égypte. Il a écrit les premières dynasties, les textes qu'il a pu trouver. On disait déjà que les textes venaient de milliers d'années avant. Donc je te parle de la première dynastie officielle. Tu sais, on te dit la dynastie elle a commencé avec Narmer, Ménès, le premier pharaon. Bon, c'est faux. On sait aujourd'hui qu'il y en a eu des tas avant. Mais à son époque, on connaissait que ça. Et il disait c'est pas possible parce que il y a eu dans les textes qu'on a trouvés de cette époque, de première dynastie, on a trouvé qu'il disait que c'était des textes qui existaient déjà de bien avant. Bon. Donc c'est très important, pourquoi? Parce que si tu crois que l'histoire de l'Égypte elle a commencé avec Narmer, tu n'as rien compris à l'Égypte. On situe ça où à peu près? C'est-à-dire moins 5000 ans l'histoire officielle? Non, c'est même pas moins 5000 ans, c'est moins 3700. Moins 3700, oui, c'est ça l'histoire officielle. Alors qu'on sait très bien que c'est pas possible, puisque si tu veux, aujourd'hui, on trouve, les archéologues aujourd'hui trouvent des choses bien plus anciennes, beaucoup plus anciennes. Et d'ailleurs, là, tu vois, je prends mes notes parce que il faut que je dise exactement ce qui s'est passé en 2009. En 2009, il y a une équipe belge qui a trouvé près de Dendera des squelettes avec la tête tournée vers l'est et des poteries. Ça veut dire que c'est une civilisation, parce que à partir du moment où il y a des rituels par rapport à la mort, on appelle ça, c'est pas des petites tribus toutes seules, tu vois. Et ces squelettes datent de 30 000 à 33 000 ans. D'accord. Donc attention, bien plus ancien que Sumer. Parce qu'on nous dit, on a dit pendant très longtemps les Sumériens étaient la plus vieille que civilisation. c'est Sumer qui était là. Alors ça c'est dépassé de chez dépassé, même parmi les académiques, il faut arrêter avec ça. Je vois qu'en France on en parle encore. Attendez, mais ça fait très longtemps qu'on sait que c'est pas vrai. Donc ça c'est très important. À 250 km au sud d'Aswan, un endroit qui s'appelle Kada, que je connais, où j'ai été, on a trouvé des sépultures alors très élaborées, avec beaucoup de poteries, etc., qui datent 9000 avant Jésus-Christ. Tu vois, entre 1300 et 9000 avant Jésus-Christ, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc on est très loin des 3000 ans. Oui, des 3000 ans présupposés. Donc ça veut dire. Donc l'archéologie n'en est qu'au début en Égypte. Il faut comprendre, l'égyptologie elle a commencé à Napoléon. C'est une science très récente. L'Égypte c'est un territoire énorme. Et il n'y a que 5% du territoire qui est occupé par les gens. Tout le reste c'est du sable. Donc t'imagines, pour soulever tout ce sable, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Tous les jours on découvre des choses. Si vous allez sur ma page des réseaux sociaux, je mets toutes les découvertes qu'on fait tous les jours. Bon. Et imaginez, on en fait tous les jours, mais encore il faut conserver les autres qu'on a déjà faites. Ouais, en plus. Un pays qui est en train de traverser une situation difficile depuis plusieurs années, imaginez, il faudrait que le budget des antiquités soit 3 fois le budget de la défense pour s'en sortir. C'est un truc de fou. Je ne sais pas comment ils font. Donc quand j'entends des critiques, oui, mais ils ne protègent pas assez, mais machin, mais attendez, il y a des milliers de sites archéologiques en Égypte, des milliers. Et il y a le sable. Et qu'est-ce qui fait le sable? C'est que tous les 2-3 mois, il y a du vent qui vient et qui recouvre tout. Donc il faut tout le temps nettoyer, tout le temps remettre... Une fois qu'on a des ensablés, il faut entretenir. Oui, c'est-à-dire, pour vous dire, les archéologues, je dirais les académiciens classiques qui sont envoyés par l'université, ils vont en Égypte 3 mois par an, parce que l'université n'a pas de sous pour envoyer plus longtemps. Il y a que les Américains ou les Japonais qui envoient 5 mois, 6 mois, parce qu'ils ont plus d'argent, parce que c'est des trucs privés qui les paient. Mais en France, malheureusement, on a très peu de sous à l'université, donc ils envoient 3 mois sur place. Et qu'est-ce qu'ils font? Le premier mois, ils désensablent ce qu'ils avaient trouvé l'année dernière.
Et après, ils n'ont plus qu'un mois pour travailler creuser des nouveaux trucs. Et après, il faut qu'ils recouvrent tout pour protéger pour la prochaine année. Et oui. Alors, je ne vous raconte pas, c'est un travail de fou. Donc, vous comprenez, ça va très lentement. Et c'est pour ça que le monde entier vient en Égypte, est habilité une fois que ce sont des entités reconnues, évidemment, professionnelles, à creuser en Égypte parce qu'on a besoin de tout le monde. Parce que c'est énorme le territoire. Voilà. Les gens ne comprennent pas, mais c'est énorme. Et tous les gens découvrent des choses. Alors moi-même, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert des sites absolument extraordinaires, mais j'ai donné toute la liste aux officiels égyptiens. Et je ne suis pas la seule à le faire. Et c'est en liste d'attente pour être creusé, pour être... parce qu'ils peuvent Parce qu'il y en a tellement. Ils peuvent pas assumer. Il y en a tellement. Et imaginez le nombre d'argent que ça demande. Il faut qu'ils demandent des équipes de venir. Même les Égyptiens eux-mêmes, ils sont partout. Il y a des extraordinaires archéologues égyptiens, on oublie de le dire. Des égyptologues aujourd'hui extraordinaires. Je suis amie avec plein. D'ailleurs, grâce à ça aussi, je peux aller sur les sites. Je veux dire, ils font un travail extraordinaire, mais ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. C'est très long aussi quand on fait sérieusement les choses. Donc voilà, donc on est à la veille tout le temps de découvertes extraordinaires. Alors on peut dire que l'égyptologie, parce que on a le sentiment que l'histoire, l'égyptologie, elle nous force en fait on va dire à croire une espèce de version officielle de l'histoire. Et puis on a justement tout un tas de chercheurs qui viennent sans cesse contredire en fait cette version officielle sur, bah voilà, bon, tu as l'air de me dire qu'aujourd'hui il est admis que les pyramides soient plus âgées, mais il y a encore quelques années on nous disait que c'était... J'ai pas encore dit ça, je parlais des découvertes de civilisations plus anciennes en Égypte. Plus anciennes en Égypte. Voilà, de l'antériorité de la civilisation par rapport à Sumer. Par rapport à Sumer, pareil. Ouais. Mais, et par rapport à l'écriture aussi, parce que pendant très longtemps, on a dit oui, Sumer, découverte d'écriture, c'est 3700 ou 500 avant Jésus-Christ. Excusez-moi, on a découvert l'écriture en Égypte, ne serait-ce que sur la palette de Narmer qui est antérieure, sur d'autres, la palette qui est en Angleterre, là je ne sais plus comment elle s'appelle, que les Anglais ont prise, où il y a des hiéroglyphes aussi. Enfin bon, on découvre tous les jours l'écriture ancienne, très très ancienne. Donc, en tout cas, ça n'est plus Sumer, ça c'est clair. Voilà. Alors, pour les pyramides, tu me posais quoi comme question ? Alors, justement, par rapport à l'âge des pyramides et l'âge du Sphinx, parce que ça aussi c'est une question qui avait été soulevée par des géologues qui parlaient de l'érosion du Sphinx et qui le situaient, qui disaient qu'il avait 25 000 ans probablement. Ouais. Alors tu sais, le problème majeur qu'on a, bon, j'ai expliqué tout ça dans mes chroniques de Giza, qui sont toujours, les chroniques secrètes de Giza qui sont toujours, on peut les trouver sur le net. J'ai pris chaque chose et j'ai débunké les choses qu'il fallait débunker. Et j'ai expliqué chaque problème, et notamment celui du Sphinx et de l'âge des pyramides, etc. Le problème, c'est que là, on touche à des croyances, plus que des croyances, je ne sais pas comment dire, tu touches à la Bible, tu touches au Coran, tout ça, parce que si tu trouves des choses plus anciennes que ce que dit la Bible, jamais ils vont accepter que tu le sortes, tu vois. Pour que tu saches un truc, c'est que dans les années 1900, je sais plus, 30 par là, il y avait un institut au Caire, qui était un institut anglais, qui était là uniquement pour contrôler les dernières découvertes archéologiques pour dire si on avait le droit d'en parler ou pas. Hein, il avait pignon sur rue, il était officiel. Donc dès qu'il y avait un truc qui était trop ancien, hop, tu vois. Donc ça dérange. Donc pourquoi on veut, voilà, pour l'Égypte, il y a cette chape de plomb sur l'histoire. Ça remet en question les livres saints de certains, tu vois, et que ça remet en question toute l'histoire de la religion, toute l'histoire pourtant la Bible, on sait que c'est des morceaux de choses dans tous les sens. Mais on a très peur de ça, enfin certains, je parle des Anglais là, parce que ça je le sais. Je sais qu'aussi il y a des protestants très bibliques, machin, qui ne veulent pas entendre parler de choses plus anciennes que ça. Bon, ça déjà, ça explique ce qui s'est passé dans l'histoire. Bon, maintenant, dans les faits archéologiques, heureusement ça bouge beaucoup.
Tu as des archéologues, égyptologues, notamment néo-zélandais, notamment... il y a des Néo-Zélandais extraordinaires aujourd'hui, il y a quelques Américains, mais qui ne sont pas dans le mainstream, mais qui ont quand même fait des études comme moi à l'université, et puis d'autres qui ruent dans les brancards et qui apportent des preuves petit à petit matérielles que non, excusez-nous. Schoch, c'était il y a déjà très longtemps, quand il a dit que l'érosion qui était autour du Sphinx, c'est pas du tout ce qu'on raconte, c'est bien plus ancien, etc. Tout est vrai, si tu veux, mais en science, tu sais, il faut prouver par 5 ou 6 trucs, ça suffit pas un seul truc. Donc ça prend beaucoup de temps, et surtout quand tu vas contre l'ordre établi, quoi. C'est très dur. Tu sais, il y a plein de professeurs qui ont fait leur carrière sur des choses, qui ont affirmé des choses qui aujourd'hui se révèlent fausses. Ils sont toujours en poste, tu peux pas leur faire changer d'avis, tu vois. Ça fout en l'air tout leur... Même quand on leur montre ça leur démontre A plus B. Mais oui, parce que tu as des gens, malheureusement, qui ont cette mentalité-là. Donc moi, les premiers écrits que j'ai faits, qui ne sont pas sur mon site, qui sont donc sur le net en tout, je vais republier ça en livre, en français et en anglais, pour que les gens, ce soit plus facile, parce que c'est en 2 fascicules, là je vais le faire en un seul livre. J'ai pris chaque problème, c'est-à-dire la datation des pyramides, c'est pareil, pour la datation des pyramides, quand ils ont voulu, soi-disant, mesurer la datation, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un morceau je ne sais plus quel étage, 3e étage, enfin un truc qui a été restauré des milliers de fois par les pharaons. Donc tu as une datation qui n'est pas vieille, forcément, puisque c'est de la restauration. Parce que pendant très longtemps, on ne voulait pas admettre que les différentes dynasties, à chaque fois, ils faisaient des restaurations. Bien sûr que si. Ils respectaient leurs monuments. Pourquoi ils respectaient? C'était pas des sauvages, tu vois? Non, mais c'est vrai, il y a toute une mentalité qui... Et donc, ils restauraient. Mais si tu prends un échantillon très, très proche de ta main sur la pyramide, ça ne va pas être ancien, tu comprends? Parce que ça a été restauré. Voilà. Et puis, il y a aussi une mauvaise volonté de certains, ça c'est clair. Ouais, parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de grand tabou qui plane sur l'Égypte constamment, sur l'histoire, en tout cas l'histoire de l'Égypte. Alors, toi aussi, tu as découvert qu'il y avait des souterrains. Alors c'est pas moi, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le sait, mais non, nous ne savons pas. Mais ce que je veux dire, c'est que dès le XVIIIe siècle, je dirais même avant, puisqu'on a des textes des Romains, comme Amélinus, comme le général romain Amélinus, un centurion extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, lui, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de téléphone. Mais alors lui, il a fait toute l'Égypte, il a fait tout le Moyen-Orient. Et lui, il parlait des souterrains, justement, en long et en large. Mais il n'y a pas que lui. Tous les Grecs en ont parlé, tout le monde en a parlé. Même au Moyen-Âge, il y a un Français qui en a parlé. Bon, donc, en plus, si tu vas sur le plateau de Giza aujourd'hui, même en tant que touriste, et même si tu n'y connais rien, tu vas voir qu'il y a quand même plein de trucs étranges quand même. Il y a des trous partout, il y a des entrées partout, il y a des... Bon, si tu as la chance de pouvoir rester des jours et des jours, parce que les gens pensent que visiter les pyramides, ça prend 5 minutes, enfin, je veux dire, une journée. Malheureusement, si tu veux vraiment comprendre et vraiment voir, il faut rester 1 mois sur l'endroit. Tellement, il y a de choses à voir, à réfléchir, à penser, à comprendre, un minimum, quoi. Déjà à commencer, alors ça c'est ce qu'on voit aussi dans un autre reportage, justement la révélation des pyramides, on voit une dalle en fait sur laquelle sont construites les pyramides. Oui. Alors je l'ai très bien expliqué dans mes chroniques de Giza, c'était construit aux 4 coins. Ouais. Tu avais des prises mâles et femelles, comme on dit, tu sais, des pierres qui s'encastrent aux 4 coins. J'explique très bien pourquoi. C'est que l'intention des anciens Égyptiens, c'était de construire ces pyramides comme des barrages. Alors pourquoi des barrages? D'abord parce qu'elles n'ont pas 4 faces, mais... elles sont creuses un peu. Voilà, ça, convexes, on dit convexes, elles ont 8 faces en fait. 8 faces en fait, ouais. On le voit seulement à une certaine position du soleil, mais dans la réalité elles sont convexes. Donc ça c'est un fait d'architecture qui est supposé protéger d'une énorme masse. Alors quelle masse, tu vas me dire, elle pouvait arriver jusqu'aux pyramides, hein. Bon. Tous les textes que j'ai étudiés
parle du déluge, un grand déluge. Je ne parle pas parce qu'il y a eu beaucoup de déluges, hein, donc, dans l'histoire humaine, des petits déluges, des déluges géographiquement je veux dire, circonstanciés, etc. Et là, je te parle d'un grand déluge. Et alors, il y a des sources très importantes. Comme tu disais tout à l'heure, il y a les sources arabes qu'il faut absolument lire. Pourquoi? Les sources arabes du Moyen-Âge, égyptiens, je parle, ont repris des anciens textes que eux avaient encore en leur possession, qu'ils ont traduits, qui étaient parfois en grec, parfois en latin et parfois en hiéroglyphes, et qui racontaient les origines des origines des pyramides, comment ils ont découvert les pyramides, comment, etc., etc. Et ça, c'est extraordinaire, parce que les scientifiques arabes, qui à l'époque étaient très forts, hein, puisque les mathématiques, la médecine, l'astronomie, etc., viennent d'eux, je les nomme hein, dans toutes mes conférences. C'est-à-dire que sur mon site internet, vous n'allez pas trouver ces détails-là, vous allez le trouver soit dans les chroniques de Giza, soit dans mes conférences qui sont vidéoconférences qui sont malheureusement encore en anglais, mais ça dépend si on m'invite en France, je les ferai en français. On n'est pas prophète dans son pays. Hein. Il serait temps. On m'a invité partout, en Afrique du Sud, partout, mais pas en France encore. Et sauf une fois dans le sud de la France, on m'a invité. Et donc, ils expliquent bien que les pyramides étaient construites pour se protéger d'un déluge. Ah oui? Ouais, c'est anti-déluvien, si tu veux, pour les anciens Égyptiens. Tu as des preuves de ça. Hein. Je te raconte ça, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte hein, tu vois. Alors là, je suis obligée de prendre les sources, parce que sinon, ils vont dire, c'est quoi ce truc? Tu vois, tu as les sources arabes, tu as les sources grecques et romaines, et tu as les sources égyptiennes anciennes. Pour que tu vois un exemple très précis, dans les textes arabes, par exemple, on a trouvé un texte arabe de 822, après Jésus-Christ, hein, qui s'appelle, ils avaient trouvé un manuscrit copte, donc écrit en copte. En copte, ouais. Ils l'avaient trouvé à Fayoum, qui est un endroit que j'adore, où je vais énormément tous les ans. Et c'est une dépression, c'était l'endroit de villégiature des pharaons. Il y a énormément de choses là-bas très passionnantes. Et ce manuscrit, il s'appelle le manuscrit d'Abou Hormès. Et ce manuscrit, là c'est pas en français donc je traduis, il dit quoi? Il dit, les prêtres ont dit que nous avons demandé au roi Assouraïd, qui veut dire le taureau, le fils de Sorag, le scorpion, de donner des ordres pour construire des pyramides basées sur des informations qu'ils ont obtenues grâce à de très longues études. Premièrement, l'arrivée d'un grand déluge qui arriverait quand l'étoile Régulus entrerait dans la première minute du Cancer. Ensuite, ils ont mentionné plein de planètes. Ils ont mentionné la Lune et des comètes qui accompagneraient cet événement. Deuxièmement, ils ont expliqué qu'il y aurait du feu parce qu'il y aurait des météorites qui tomberaient sur Terre et que cela arriverait quand Régulus entrerait dans la dernière minute du 15e degré du Lion et qui bougerait de 45 degrés avec un arc de 1 minute du Cancer, etc., etc. C'est très détaillé. C'est-à-dire ces textes coptes, traduits en arabe, les textes coptes venant des anciens Égyptiens, te détaillent exactement des dates, comme tu peux voir, très précises, astronomiques, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres. Tu as le livre de la vache céleste, qui est un livre en hiéroglyphe égyptien. Et ce livre est apparu, tu peux le lire encore aujourd'hui sur la tombe de Séti Ier. Ouais, c'est très connu voilà. ce forum. Alors la tombe de Séti Ier, tu peux voir ce livre de la vache céleste. D'ailleurs, tu vois une vache avec des étoiles et tout. Et il y a aussi, tu as des morceaux chez Ramsès II, chez Ramsès III aussi. Et
tu as aussi un petit morceau chez Ramsès VI, dans la tombe de Ramsès VI. Bon. Et on dit que ces morceaux de textes qui s'appellent la vache céleste viendraient des textes des pyramides. Bon. Les textes des pyramides sont censés être les premiers textes égyptiens pour le mainstream. Pour le mainstream, ouais. Bon. Et dans ce livre, tu as une version du grand déluge. Il y a un chapitre qui s'appelle la destruction de l'humanité, carrément, tu vois. La destruction de l'humanité. Oui, alors attention, je reviens 2 secondes en arrière. Je ne suis pas du tout une catastrophiste, parce que justement, tout ce qu'ont enseigné les anciens Égyptiens, c'est qu'on peut s'en sortir parfaitement et qu'ils en sont la preuve. Ils disent d'ailleurs que la majorité de l'humanité s'en sortira parfaitement. Tu vois, donc c'est pas du tout un message de destruction, d'horreur, tout ce que tu veux. Au contraire, c'est de la science. Bon, tu as aussi le livre du rituel, qui s'appelle autrement aussi le livre de la révélation. Et ça, c'est l'histoire d'un bateau, on l'appelle l'arche, qui sauve des âmes, et que cette arche... c'est le Dieu, enfin Dieu, j'aime pas la traduction parce que pour moi elle est erronée, mais bon, que c'est le Dieu nous qui a construit cette arche. Alors tu vois d'où l'histoire de Noé peut venir, hein, parce que nous, Noé, Noah en anglais, c'est antérieur à Noé, hein, donc tu vois, bon. Et que ce Dieu Nun est appelé le Seigneur du déluge, dans une inscription de Toutmosis à Luxor. Hein, on appelle Nun le dieu du déluge. Bon. Tu vois, alors, juste une parenthèse, c'est que pour moi, le mot Dieu au pluriel, ou même Dieu au masculin, au singulier, pardon, Dieu au pluriel, c'est Netcheru, Dieu au singulier, c'est Netcher. Pour moi, la bonne traduction, c'est pas Dieu. Dieu, c'est une traduction du 18e siècle, du 19e, pardon, qui est totalement erronée. Parce que la bonne traduction, c'est énergie de la nature. Énergie de la nature. Ouais. Donc, nous était l'énergie de l'eau. D'accord? Donc, si tu l'appelles le Dieu nous, moi je veux bien, mais tu vois, là, tu mets de la religion où il n'y en a pas. Tu vois, les anciens Égyptiens ont toujours été monothéistes. Hein. C'est pas Akhenaton qui a apporté le monothéisme. Ça, c'est encore un truc à débunker. Un grand stéréotype sur l'Égypte. Mais alors, un stéréotype, faut pas me poser de questions sur Akhenaton, parce que les gens se fâchent quand j'en parle. Alors qu'il y a des preuves. Il y a notamment des documents à Luxor, mais ça, c'est encore les mouvements bibliques et tout ça du 19e. On a des documents avérés qui existent, des lettres qui sont toujours en Égypte, parce que moi j'étais à la Bibliothèque nationale égyptienne, hein, c'est autre chose, il y a tous les documents. Tu as des lettres qui se plaignent d'Akhenaton parce qu'il a fait tuer le maire de Luxor. Tu vois, il a donné l'ordre de tuer les maires de Luxor et d'autres personnes. Donc Akhenaton, c'était pas le petit gentil dont on nous parle, quoi. Hein, le gentil angélique, mais pas du tout, quoi. Ça, c'est encore une manipulation. Oui, avec le dieu soleil, le culte du dieu soleil. Ouais, le culte du dieu soleil, excuse-moi, c'est très ancien, ça a été dans toutes les civilisations, tu vois. Voilà, maintenant, il y a des énergies de la nature. Et Dieu commande aux énergies de la nature. Il n'y a rien de plus, j'allais dire, catholique que ça. Ça me plaira beaucoup. Non, mais c'est vrai. Donc, tu vois, là, je vais me faire encore des amis, parce que alors, les amoureux d'Akhenaton, alors, ils sont légion. Ah oui. Ben, j'y ferais mieux d'aimer d'autres pharaons. Par exemple, Amenemhat III, qui était un pharaon extraordinaire. C'était un pharaon botaniste. Il a créé des jardins extraordinaires, justement à Fayoum.
Il était extraordinaire. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Parce que moi je peux en parler pendant des heures. Ah bah, on est là pour ça. Moi, j'ai vu les questions, tellement il y a de questions, mais on y reviendra après si ça dérange pas nos chers méthodes, parce qu'il y a beaucoup, évidemment, beaucoup de questions. Bien sûr. Alors, parce que là, pour revenir quand même à cette histoire de déluge, voilà. Ouais. Alors, ensuite, mais t'en as beaucoup d'autres, mais là je t'ai fait juste un petit choix de 5 parce que sinon... T'as le chapitre 64 du livre, soi-disant livre des morts, encore une mauvaise traduction. Le fameux livre des morts. Ouais, alors super mal traduit, mais enfin, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a aussi des académiciens qui le disent, heureusement, mais des académiciens de l'époque de Mariette et Maspero, tu vois, qui disent, la traduction c'est le livre de la sortie au jour. Donc dis-moi pourquoi ils appellent ça le livre des morts, quoi. Pourquoi? Parce que le seul chapitre qui était d'origine, c'était le 64. Après, on a rajouté plein de trucs funéraires au fur et à mesure des années, si tu veux. Tu vois, les gens, ils en ont rajouté des trucs. C'est comme si tu prenais un texte sacré, puis toi, t'en rajoutais. Voilà. Bon, c'est classique, tu vois, c'est pas nouveau sous le soleil. Et dans ce chapitre 64, qui est donc le plus ancien du livre en question, oui, les trucs qui ont été rajoutés, c'est surtout à la 18e dynastie et après, mais bon, jusque-là, c'était ce chapitre 64 qui comptait. Et on dit que ce chapitre 64 correspond à un texte qu'on appelle le texte des pyramides, c'est-à-dire Saqqara, quand on parle de ça, c'est Saqqara, qui daterait de la 5e dynastie. Alors la 5e dynastie, c'est 2450 par là, 56 avant Jésus-Christ. Bon. Et ils disent dans ce texte de la 5e dynastie qu'il daterait de la première dynastie et qu'à la première dynastie, on disait que ce chapitre 64 était déjà très ancien, donc très ancien à la première dynastie. Tu vois, donc c'est en remontant les textes, on finit par trouver que le texte était encore plus ancien, quoi. Tu vois, ça finit par... Bon. C'est-à-dire qu'il date de bien avant 2920 avant Jésus-Christ. Tu vois? Donc on remonte. Et alors, il y a un grand archéologue que moi j'adore, qui est un Anglais. C'est rare que j'adore un Anglais. Non, je rigole. Les pauvres. Mais bon, c'est une histoire de... Sir Wallis Budge, qui était conservateur du British Museum quand même, mais qui était détesté. Parce que lui, il disait des vérités. Il a été massacré après. On a dit, mais non, il était fou, il racontait n'importe quoi. Il traduisait mal les textes. Et lui, il traduisait bien les textes. Moi, je vous conseille de lire Wallis Budge. Il est partout sur le net, vous pouvez le trouver. Et il disait que ce qu'on trouve dans le chapitre... De toute façon, moi, j'y suis allée voir aussi, évidemment, parce que maintenant, je m'intéresse à retraduire tout ça. Et ce qu'on a trouvé, c'est la description dans le chapitre 64 d'un énorme déluge. Et on trouve cette phrase extraordinaire dedans qui dit que quand Osiris, parce que Osiris était un personnage historique pour beaucoup, c'était pas un mythe, Bon, ça c'est encore une autre histoire, donc il faut que je parle. On en parlera alors. Ouais, on va en parler juste après. Quand Osiris, c'est écrit noir sur blanc dans le chapitre 64, quand Osiris a vu monter les eaux, il a supplié le seigneur du déluge, qui est nous, en fait c'est l'énergie de la nature qui représente l'eau, quoi, tu vois. Donc il l'a supplié, il a eu peur, il a supplié. Bon, c'est quand même fou, tu vois. Bon, ça, c'est des petits détails. Mais des petits détails comme ça, t'en as 80 000, quoi. Et au bout du compte, ça fait un truc énorme. Ensuite, tu as les textes arabes, vraiment arabes. Tu as les textes qui datent de 896 après Jésus-Christ, d'un très grand historien arabe qui s'appelle Massoudi, Abul Hassan Massoudi, pour dire la vérité, qui est un très grand géographe, historien. On l'appelle l'Hérodote des Arabes, c'est pour te dire comment il était connu.